vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous dire si on ne nous voit pas bien ou on ne nous entend pas. Alors, bonjour à tous pour ce webinaire sur le knowledge management. On accueille Pascal, ainsi que ma collègue Laurie qui se chargera de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour voilà, toute remarque ou toute question. Vous pouvez aussi nous dire d'où vous venez, ça peut être intéressant. Alors, on attend un peu encore quelques personnes. En attendant, je vais vous faire une rapide présentation de Le Hibou, même si je pense que vous connaissez déjà. Alors, pour Le Hibou, donc comme vous le savez, c'est une plateforme de freelance. Actuellement, on est numéro 1 en tech et innovation. On compte plus de 120 000 freelances en Europe, avec une croissance de notre communauté qu'on estime à environ 20% par an. Les durées moyennes de nos missions, elles s'étendent à 1 an et demi. Et on compte environ 7500 missions longues. Donc voilà, on est basé sur pas mal de grandes villes en France, mais aussi à l'international, à Bruxelles. Donc voilà, on travaille aussi avec beaucoup de grands groupes au niveau textile, bancaire, luxe, comme Crédit Agricole ou LVMH, voilà. Et donc, je vais laisser la parole à Pascal pour qu'il se présente et ensuite qu'il puisse nous parler du knowledge management. Bien, grand merci Blanche, merci Laurie, merci Héloïse aussi, qui je crois n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous a aidé à organiser aussi cette conférence. Comment dire, je vous remercie tous pour votre présence. Donc moi je suis Pascal Delima, ça fait 25 ans que je pratique le knowledge management au sein plutôt de cabinets de conseil, on va dire. Je suis passé par Capgemini, par Ernst & Young, je suis passé par Arthur D. Little, Altran aussi, Novamind, Arwell et CGI. Donc voilà, ça fait vraiment un petit moment que je cultive, que je pratique, que je nourris aussi mes activités de knowledge management, grâce en particulier évidemment à tous les consultants qui ont travaillé sur le terrain et qui m'ont systématiquement au cours de ces années fait ces remontées opérationnelles de problèmes qu'on peut rencontrer dans le knowledge, etc. Alors moi, évidemment, je vais être très clair dès le départ, le knowledge management, pour moi, il est global, il est ancré dans la stratégie des groupes et il se décline en plusieurs packs qui eux-mêmes se déclinent en des cas d'usage de knowledge très très concrets et très opérationnels. Mais évidemment, pour moi, le knowledge, il n'est pas exclusivement technique, il n'est pas exclusivement lié à la capitalisation. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler uniquement de SharePoint ou des Lotus Notes. Bon, bien que ce soit important, ça fait partie des volets à adresser, mais en tout cas, pour moi, le knowledge management, il ne réussira que s'il est ancré au sein du COMEX, des directions de la stratégie, et s'il est global et pas uniquement réduit au niveau local à de la capitalisation. Et je vais revenir bien évidemment là-dessus, c'est un élément extrêmement fort de réussite du knowledge. Bon, pour se donner un petit peu bonne conscience, on va faire 2 minutes d'histoire quand même, c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient quand même un petit peu le knowledge. Il y a effectivement une genèse et une histoire. On dit en général que le knowledge management a commencé aux alentours des années 80, on va dire, et s'est développé dans les années 90, notamment dans le secteur plutôt industriel sous l'impulsion de Motorola. Motorola, peut-être que vous connaissez, en tout cas j'espère, qui fabriquait des solutions, des systèmes d'information et des logiciels sécurisés pour le gouvernement, et qui avait aussi une branche Motorola Mobilité, qui s'occupait des smartphones et des tablettes. Bon, tout cela a été revendu ensuite à Google, qui a revendu la branche mobilité à Lenovo en 2014. Mais à l'origine, Motorola, c'était une sacrée boîte de knowledge management. Je vais en dire un petit peu de mots. Il y a eu ensuite les années 2000 et l'arrivée du Web 2.0 avec l'émergence de l'animation de la connaissance autour d'outils collaboratifs et des communautés. C'est là qu'apparaissent les communautés dans les années 2000 avec le développement du Web 2.0. Les années 2010, il y a eu un petit frein du knowledge management avec une réduction un peu à des outils de communication
Et le frein est lié à l'arrivée, évidemment, de Lotus Notes, l'arrivée d'IBM sur le marché du knowledge, qui a énormément, je trouve, réduit un petit peu la fonction de knowledge autour des outils et de la communication, et en particulier de la capitalisation. Et là, ça réémerge, évidemment, vous avez bien compris que ça réémerge complètement, ça explose le knowledge. Avec quoi? Avec l'arrivée de l'IA. Parce qu'avec l'arrivée de l'IA, la place de l'expertise devient essentielle. Et quand on dit le mot expertise, connaissance, on parle knowledge management. C'est ce prisme-là, moi, que j'adresse depuis des années. Donc, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Et le prisme du knowledge management, il est structuré autour des humains, de son expertise, qui apporte du sens et du recul, tel un médecin expert qui travaille donc avec des robots, mais qui garde son regard critique sur les informations qui lui sont diffusées. Alors, les grands acteurs visionnaires, je l'ai dit, années 90-2000, avec Motorola, on commence à développer tous des principes de capitalisation des systèmes de connaissances industriels. Donc Motorola, qui fabriquait des composants électroniques, d'équipements pour les télécommunications aussi, et qui déploie l'apprentissage organisationnel, les sociétés apprenantes, il n'y a rien de nouveau, Motorola le faisait déjà, des formations et de la diffusion transversale. Et ça, le mot important, c'est transversal. Je vais y revenir aussi. Et suivent les initiatives de Six Sigma, avec notamment, vous avez sûrement entendu parler de Six Sigma, qui a été déployé en particulier grâce à General Electric et qui a développé tous les produits de connaissances très codifiés avec des retex, une documentation systématique des compétences, des erreurs en matière de connaissances, des savoirs, et qui diffuse au niveau groupe un certain nombre de savoirs au sein donc de General Electric en particulier, et grâce à cette méthode-là qui s'appelle la méthode Six Sigma, qui consiste à produire justement des connaissances codifiées et de les diffuser, pour le dire en un mot. Bon, on pourrait faire une séance sur Six Sigma entière. Il y a la création de Motorola Université aussi dans les années 90, avec des contenus pédagogiques formalisés, avec un véritable alignement stratégique des compétences et des savoirs, de la diffusion au niveau des groupes, pour faire émerger les savoir-faire, en faisant tout pour ne pas perdre la connaissance. Parce que, évidemment, le knowledge, il a vocation à garder la connaissance et surtout ne pas la perdre, notamment lorsque dans les organisations, il y a un certain nombre de turnover et que le turnover pose problème. C'est très vrai dans les cabinets de conseil, évidemment. Donc, ensuite, alors, vous comprenez bien que dans les années 90-2000, tout était physique, en fait. Quand on parle de collaboratif, il y avait beaucoup de présentiel, de physique, on se rencontrait, on avait des paperboards, on le fait encore un petit peu parfois, mais on avait des espèces de salles un petit peu magistrales avec d'autres petites salles à droite à gauche, on faisait réfléchir, on rassemblait tout le monde dans les hôtels et dans les salles premium, et puis bon, ça c'est avec le numérique, évidemment, c'est fini. Enfin, c'est pas complètement fini, mais aujourd'hui on procède beaucoup par outils collaboratifs à distance. Et ça a changé beaucoup de choses dans la façon dont on appréhende le knowledge et la possibilité d'agir en temps réel autour de la captation de connaissances qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, voilà un petit peu, sur la partie, je dirais, Motorola Université, c'est sûr qu'il y a eu des acteurs clés. Et en particulier Jack Welch qui incarnait justement les centres de formation historique autour de Motorola Université, mais en s'inspirant de Motorola Université pour General Electric. Dans les années 90-2000, General Electric qui s'inspire de Motorola Université et qui développe des méthodes de transformation autour du knowledge. Et c'est le fameux centre de formation historique à Crotonville. Et donc, je parlais de son leader charismatique qui était Jack Welch et qui effectivement impulsait à l'échelle monde grâce à
je dirais, aux précurseurs Motorola et ensuite General Electric, qui impulsaient une tendance générale dans le monde, dans les industries, autour de l'importance du knowledge. Il y a eu IBM aussi avec Lotus Notes, mais on a un petit peu réduit le knowledge à l'outil. Il y a eu McKinsey qui développait aussi un knowledge management très orienté client. Arthur également, Arthur Andersen, qui s'appelait à l'époque Arthur Andersen, qui avait également ces méthodes très normatives, et puis Microsoft qui généralise le collaboratif ensuite numérisé, comme je le disais. Bon, comment est-ce qu'on peut définir tout ça? Mais le knowledge management, c'est quoi? Parce qu'en fin de compte, et ça, c'est un sujet quand même qui est central dans la définition, partie 3 du slide. En fait, comment dire? La définition, c'est... Pour moi, le knowledge management, c'est d'abord un processus de transformation et de partage de la connaissance, dont l'objectif, c'est d'apporter de la valeur ajoutée au client. J'ai bien dit apporter de la valeur ajoutée au client. Si on fait la synthèse de l'histoire, finalement, ce qui synthétise aussi parfois les échecs, c'est que on n'allait pas jusqu'au bout de l'idée d'arriver de l'invention à l'innovation, comme disent les économistes de l'innovation, ou d'arriver, je dirais, de la production vers le business. Et donc, il faut vraiment apporter de la valeur ajoutée aux clients et enrichir les membres. Ça, c'est essentiel. Donc, c'est un système global de gestion de la connaissance qui vise à capter les signaux faibles pour produire des contenus, former, s'approprier et distribuer aux clients afin de développer des opportunités de business selon un principe qui est le carré magique. Le carré magique, c'est très théorique, c'est rien de théorique du tout. C'est le bon support, d'avoir les bonnes productions, le bon support, donc, porté par le bon acteur. Alors, dans les cabinets de conseil, c'est le bon consultant, avec le bon manager, et évidemment, chez le bon client, le bon prospect. Donc, c'est ça l'objectif numéro 1 du knowledge management, c'est d'arriver à créer de la valeur. Et on va voir que, pour avoir le meilleur jus de fruits et le vendre sur le marché, en amont, il faut des arbres, il faut une certaine art de la culture, quelque part. Et c'est exactement pareil. En amont, vous allez voir ce que recouvre justement le knowledge management. C'est mon partie 4. Ce que recouvre le knowledge management. Alors, ce que recouvre le knowledge management, là, il y a beaucoup de choses, mais je voudrais essayer d'être le plus succinct possible. Le knowledge management, c'est un processus qui part quand même d'une certaine connaissance du marché, un processus de veille, on va dire, ce qu'on appelle la veille. Il faut qu'il y ait une veille en amont. Avant de décliner une stratégie d'offre, il faut qu'il y ait une veille en amont sur le marché qui soit solide, qui soit pertinente, qui permette de produire les bons contenus. Ça, c'est la base de la base pour pouvoir les distribuer aux clients et que ça ait un intérêt, qu'on n'ait pas de la documentation. Mais je vais revenir là-dessus, qui reste dans des tiroirs, il faut se faire plaisir, évidemment. Et je vous dis, depuis 26 ans, je me fais plaisir avec le knowledge. Mais il y a quand même une rigueur dans les contenus produits. Il faut que ce soit, qu'il y ait un processus de veille en amont qui soit tout à fait crédible et légitime. Pour pouvoir produire et distribuer. Il faut aussi que cette veille permette à la direction de la stratégie d'avoir une certaine cohérence sur les avantages du groupe, sur les avantages de l'acteur économique en question, de l'entreprise en question. Ce qu'on appelle en économie ces avantages comparatifs, ces avantages spécifiques. Il faut que cette veille permette d'extraire les besoins du marché, mais en cohérence, évidemment, avec ce qu'on sait faire de mieux par rapport à nos concurrents. S'il n'y a pas cette identification de par rapport à, finalement, on est dans une stratégie un peu myope. Et il faut que cette stratégie repose sur de la veille, évidemment, marché, mais aussi nos forces. Et donc, tout cela va être structuré pour arriver aux bonnes productions, pour structurer le dispositif de knowledge et pour renforcer finalement l'avantage comparatif de l'entreprise, eh bien, il y a plusieurs dimensions. Vous avez compris, il y a de la veille amont, au niveau de la direction de la stratégie, mais au niveau des départements, il y a aussi des comportements de veille, parce que les commerciaux font des remontées de terrain. Donc, alimentent aussi la direction de la stratégie en affinant à chaque fois un peu plus les besoins du client. Et donc, à partir de cette veille, on produit
On crée des formations internes, c'est ce qu'on appelle l'appropriation, pour que l'ensemble des collaborateurs puissent être sensibles aux avantages comparatifs et aux besoins marchés du client. On distribue, comme je vous l'ai dit. Évidemment que je vais parler des différentes dimensions et des process rigoureux à suivre. Ça va de process RH au process organisationnel jusqu'au process de capitalisation du documentaire. Mais avant cela, je voudrais faire un rappel qui me paraît essentiel, qui est pourtant très simple et que j'ai du mal parfois à faire passer auprès des entreprises, et pourtant il me paraît essentiel. Dans le knowledge management, tout s'opère à l'intersection de deux dimensions. Il y a une dimension verticale et une dimension transversale. Bon, la dimension verticale, évidemment, l'industrie, par exemple, les banques, la finance, les télécommunications, le serviciel, tout ça, ce sont des dimensions verticales. Vous avez bien compris qu'il existe aussi des dimensions horizontales. L'intelligence artificielle, la nature du changement, la RH, la stratégie, tout ça, ce sont des dimensions transversales. La production de contenu, qui, comme je l'ai dit, est issue d'une veille marché et d'une bonne identification des différentes œuvres de la stratégie, elle doit être organisée, ce contenu doit être organisé à l'intersection d'une verticale et d'une transversale. Donc, si je fais des contenus dans l'IA, sur l'IA dans la finance, sur l'IA dans l'assurance, si je fais, je ne sais pas, de l'efficacité opérationnelle dans les télécommunications, il faut que tout fonctionne de la même façon. Il faut qu'à la fois la capitalisation respecte ces deux critères, il faut à la fois que les process organisationnels de validation de contenu respectent ces deux critères, et puis il faut que la RH aussi stocke ses CV et ses contenus et son recrutement aussi en fonction de ces deux dimensions. Et c'est là qu'il y a le plus de points d'achoppement, parce que, vous allez le voir, il y a des intérêts qui sont parfois politiques, parfois qui ne sont pas dans l'idéal de l'organisation matricielle. Vous pouvez rajouter aussi une troisième dimension, qui est la zone géographique, évidemment. Bon, et malheureusement, les organisations ne sont pas créées comme dans un monde rêvé et idéal. Donc, tout le travail, c'est d'essayer de créer de l'agilité, transversaliser un petit peu la production de contenu. Donc, évidemment aussi que l'arrivée de l'IA a changé les choses, puisque à la fois le knowledge management se spécialise de plus en plus, comme je l'ai dit, et en même temps, l'IA peut aider le knowledge management à apporter des contenus. Puis en même temps, l'existence d'outils d'IA dans la production, dans l'appropriation et dans la distribution peut faciliter l'accroissement d'une vélocité du workflow du knowledge management. Et là, il y a plein de méthodes. Je discutais avec Arnaud Moutagneux, qui est peut-être là, qui me parlait de méthodes, notamment de méthodes KCS, des méthodes de transformation de problèmes ponctuels en solutions durables, réutilisables avec des templates KCS, etc. Là, vous avez une pléthore de méthodologies aussi qui peuvent aider à fluidifier le workflow au-delà même de l'existence de l'IA. Je ne m'éterniserai pas trop dessus, mais ce n'est pas l'objectif numéro 1, mais il y a beaucoup de choses à faire pour atteindre ces objectifs d'appropriation, de faire connaître à partir des expertises et de développer donc le business. On va chercher la meilleure agilité possible, la meilleure logique apprenante, la meilleure transformation possible des produits en business. Et vous avez plusieurs packs. Donc, vous avez le projet global, qui est un projet global dont on peut mesurer la maturité knowledge dans les organisations. Je rentre un petit peu plus dans les détails. Voilà, vous avez une gouvernance qui doit être structurée, une gouvernance knowledge, il y a des planifications stratégiques, il y a l'alignement des objectifs business et des objectifs knowledge, il y a des référentiels, des outils centraux qui sont uniques pour partager la connaissance, il y a des offres capitalisées au sein même des communautés, c'est la partie RH, et puis des processus AFNOR, car la norme AFNOR existe, c'est la norme ISO 30401, d'ailleurs que je déploie, ce qui a permis de certifier un certain nombre d'organisations conseils dans les 4 dernières années d'ailleurs. Et puis, il y a la conduite du changement qui consiste à sensibiliser un petit peu tout le monde. C'est le projet global, ça, sur l'intérêt du knowledge. Il y a un volet
organisationnel, où vous avez des processus organisationnels rigoureux à suivre. Les processus de veille, je vais les lister. Les processus d'application d'un 360, le 360, ce sont en fait des produits d'appel clients, ce sont des contenus. Il y a plein de contenus possibles, des articles, des conférences les plus traditionnels, mais vous en connaissez plein d'autres, évidemment. Il y a le processus de suivi de la production, de l'appropriation jusqu'à la distribution, la validation des produits, l'exécution et suivi des campagnes d'expertise, les processus pour le dashboard knowledge qui permet de gérer les produits, les conseils à la rédaction d'articles, la mise en œuvre du knowledge via la fonction RH, des processus d'escalade, le crédit d'impôt recherche, etc., etc. Dans le knowledge management, vous avez un pilotage du programme en haut, des process organisationnels en bas, je dirais, dont vous avez les principaux processus. Ensuite, vous avez des rôles RH. C'est qu'au niveau de la RH aussi, c'est le volet RH, vous avez des fiches de poste, des objectifs à atteindre au niveau de la fonction knowledge, ce qu'on appelle le développement aussi, et donc vous avez la constitution de communautés d'expertise. À chaque verticale et à chaque transversale, vous devez avoir des communautés d'expertise avec des référents knowledge qui, justement, développent tout le programme. Ensuite, vous avez évidemment, j'ai parlé du 360, c'est tous les produits d'appel possibles qui existent, de l'article jusqu'à la newsletter, jusqu'à la fiche technique, où on peut aussi céder de contenu Google ou de contenu via l'IA, évidemment. Vous avez le volet outils, qui correspond à ces fameux Lotus Notes, ces fameux SharePoint dédiés et ces fameuses campagnes commerciales où on utilisait des outils parfois très basiques, il ne faut pas croire, il n'y a pas que des choses très complexes. Mais par exemple, Tilki est un très bon outil de base pour les campagnes commerciales, mais il y a évidemment des outils d'IA également qui le font très bien et de façon plus poussée aussi. Ça, c'est le volet SharePoint et capitalisation documentaire. Le volet capitalisation du documentaire, il suit les mêmes règles, toujours en vertu d'une… Parce que sinon, vous savez, quand on a un besoin client et qu'il faut chercher l'expert, la communauté qui travaille sur le sujet, les contenus déjà produits, les offres déjà stockées, dans les SharePoint, il faut que le SharePoint soit aussi un élément facilitateur pour que justement les sachants, les commerciaux puissent tout de suite avoir accès au contenu pertinent. Et ensuite, vous avez évidemment la transformation de la connaissance en business, parce que le knowledge management, et c'est une fonction absolument centrale, a l'énorme chance de transformer l'information. On est aujourd'hui bourré d'infos dans tous les sens, en véritable connaissance pour alimenter l'avantage spécifique des entreprises. Et là, évidemment, les KPI sont évidemment les succès business, les succès en termes de notoriété aussi. Les contenus sont publiés, sont diffusés en interne, en externe. Nous, on avait une petite spécificité qui est très, j'allais dire, très, très, très particulière, c'était qu'on reliait aussi la communication externe au knowledge. Tous les groupes ne le font pas du tout. C'est-à-dire que les contenus étaient distribués, diffusés dans la presse. Et donc, il y avait un lien direct entre la notoriété, ce qu'on appelle la notoriété, et le knowledge management. Voilà un petit peu pour le 4. On va chercher donc la meilleure agilité avec tout ça. Donc, c'est tout ça qu'il faut structurer, mettre en place. Sur chaque chantier, il y a des référents. Évidemment, je ne fais pas ça tout seul. Et puis, il y a certaines entreprises qui préfèrent se focaliser que sur un aspect. Certains veulent que des outils de capitalisation. C'est un peu dommage, je trouve. D'autres veulent plutôt de la production et de la notoriété, simplement. D'autres veulent moins d'outils de gestion, parce que les outils de gestion knowledge, on peut gérer les risques comme des normes ISO industrielles quasiment. Hein. Ça peut être presque des usines à gaz, ils n'aiment pas trop. Voilà, c'est vraiment un programme qui est complètement hyper, qui peut être dimensionnable, je crois que ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave, en fonction des besoins de l'entreprise. Hein. C'est vraiment customisable, c'est vraiment très agile. Ça peut aller de la plus petite chose à vraiment un programme global qui rentre carrément dans un projet de transformation. Et c'est ça que nous, on a fait de façon globale, mais on intervient aussi sur des démarches beaucoup plus localisées. Donc, voilà. Le contexte économique. Pourquoi, vous allez me dire pourquoi aujourd'hui, on prend un petit peu de hauteur,
Pourquoi c'est important quand même aujourd'hui le knowledge, et peut-être plus qu'il y a 4-5 ans, c'est que c'est pas un scoop que de dire que la mondialisation a produit aussi un flot d'informations considérable, qu'aujourd'hui les États veulent être un peu plus souverains. Et vous allez voir où je veux en venir. Enfin, j'espère. En tout cas, je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible. Il n'y a pas que les États qui cherchent de la souveraineté. Il y a aujourd'hui des dépendances critiques de part et d'autre sur l'énergie, sur les chaînes de valeur. Et c'est là qu'on arrive à l'entreprise. Et que, compte tenu du contexte géopolitique actuel, je trouve qu'on est en demande, et les entreprises sont en demande, en tout cas on le voit beaucoup, de bien respecter l'avantage comparatif et de le protéger un petit peu, si vous voulez, et de bien communiquer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des outils qui permettent de mettre ça en évidence, qui sont les outils VUCA, alors qui sont vieux comme le monde. Alors moi, j'ai rien inventé là-dessus, mais qui permettent de montrer que le monde de l'entreprise est devenu plus volatile, plus complexe, plus ambigu, plus incertain. Et donc ça correspond aux 4 lettres de VUCA pour la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté. Et donc tout ça montre qu'aujourd'hui, finalement, on est dans une économie où on doit être fort sur l'avantage comparatif, fort sur ce qu'on sait vraiment faire, ne pas se disperser. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de l'économie de guerre, en fait. L'économie de guerre, ce n'est pas un terme pour dire c'est la guerre partout, et qu'il faut faire la guerre. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un terme d'économie de l'innovation pour dire que les rapports de force se jouent beaucoup dans l'opinion, se jouent beaucoup dans les chaînes de valeur des entreprises. Et donc, cette communication stratégique doit renvoyer à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur de l'entreprise, à des éléments tout à fait tangibles et légitimes, avec une bonne organisation, du knowledge. Et pour moi, le knowledge aujourd'hui, il est essentiel dans le contexte macroéconomique actuel et aussi microéconomique. Donc, qu'est-ce que c'est que finalement cette connaissance-là? Alors, premièrement, la connaissance, c'est l'identification, je me répète un petit peu, des avantages comparatifs et spécifiques des entreprises. Donc, on va identifier de A et sécuriser le socle d'expertise comme avantage spécifique. Ça permet quoi? De préserver nos expertises critiques. Ça permet d'identifier les bonnes expertises. Ça permet de légitimer aussi les bonnes expertises. Donc, à ce stade, c'est écrit le programme de knowledge qui transforme l'information en connaissance, c'est un outil de clarification, de hiérarchisation des intérêts économiques et de légitimation. On est crédible. On n'est pas que opportuniste. Il faut être opportuniste aussi. Mais on n'est pas que opportuniste. On a des logiques et une vision. On sait comment protéger nos intérêts et on s'organise en fonction de cela. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le B, c'est la réduction des risques et le renforcement de la robustesse opérationnelle. Évidemment, dans un monde où tout est volatile, finalement, le programme de knowledge management permet aussi de réduire les risques en les traitant, en les suivant. C'est les outils de gestion. On réduit les risques et cette volatilité, et en même temps le risque humain, le risque opérationnel qui est le risque humain est un des risques opérationnels, le risque d'erreur. Et donc la connaissance, elle agit comme un dispositif de résilience en renforçant donc une meilleure continuité des savoirs critiques. Le C, petit c, c'est évidemment, le business repose sur ce qu'on sait faire. C'est l'un des fondements du business, c'est l'expertise. Quand on est amené à discuter longtemps
à faire des enquêtes de place, à discuter longtemps avec les clients sur leur sujet, nous, on sait tout de suite ce qu'il y a en face, ce qu'il y a au niveau de notre programme de knowledge management, qui est fondé sur l'expertise. Donc, le matching de l'offre et de la demande est plus immédiat sur ce qu'on sait faire, mais aussi sur ce qu'on ne sait pas faire. On s'aventure parfois un petit peu trop souvent sur des choses qu'on ne sait pas trop faire. Et les enjeux court-termistes, parfois, nous obligent à faire cela, et je pense qu'il y a un risque d'image à faire cela. Donc, le knowledge structure cela et nous permet en plus de ne pas perdre de temps parce qu'on est orienté sur des marchés qui correspondent avec notre expertise. Donc, le business devient une expression directe des avantages comparatifs et spécifiques. Dès l'enrichissement des métiers, voilà, avec l'arrivée de l'IA, on place l'expertise au centre et c'est le cœur de tout. On enrichit les métiers. C'est-à-dire que, pour moi, et on était plusieurs à avoir cette conviction, on a un petit peu peur que l'IA remplace l'humain, par exemple. Je vais le dire basiquement, c'est encore un autre sujet peut-être de conférence un jour, mais en tout cas, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais avec le knowledge management, on a un argument pour dire que l'IA ne va pas remplacer l'humain, mais va enrichir l'humain, enrichir sa fonction, même si c'est une fonction support, parce que cette fonction support est dans le circuit du programme de knowledge management. C'est-à-dire qu'elle est utile, et on le sait qu'elle est utile parce qu'elle concourt à fluidifier les workflows qui sont eux-mêmes cohérents avec la direction de la stratégie et les offres groupes. Donc, les arguments de substitution tiennent moins avec un programme de knowledge parce qu'on met en avant l'expertise qui est de toute façon légitime, et il y a aussi parfois la nécessité de se transformer, il y a aussi parfois la nécessité de requalifier, de former un personnel, mais le knowledge management met en évidence ces besoins-là aussi, puisqu'il y a le volet apprenant qui est important. Donc, pour moi, le knowledge, c'est une excellente méthode qui permet d'enrichir tous les métiers. Donc, la technologie, avec l'IA, vient soutenir la connaissance des métiers et non l'effacer. En E, on a le pilotage stratégique et la capacité d'innovation. Évidemment que de la même façon, les programmes de recherche et les labos doivent aussi être structurés autour d'un programme de gestion de la connaissance avec les mêmes cohérences. Les cohérences verticales, les cohérences transversales et l'imbrication avec les régions, évidemment, et toute la hiérarchie et les départements fonctionnels. Donc, le pilotage stratégique est rendu plus aisé avec un programme de knowledge qui s'emboîte, qui n'est que la déclinaison de la vision groupe, de la vision stratégie groupe. C'est pour ça que je dis que c'est dommage de s'orienter uniquement que sur un petit aspect du programme et que le volet capitalisation est pour moi extrêmement réducteur. Il existe, mais il est un support, si vous voulez, de tout ce qui existe à côté, quoi, on a parlé. Et donc, il n'y a pas d'innovation sans cartographie claire de la connaissance. C'est le volet E. Le volet F, il est essentiel aussi, c'est le time to market et l'exécution maîtrisée, à savoir que la performance n'est pas improvisée, elle est orchestrée par la connaissance. Si la direction de la stratégie a fait tout ce qu'il fallait avec sa veille en amont, et que les veilles en aval ont bien fonctionné au niveau des départements et de la direction des métiers, avec les répercussions au niveau des directions RH aussi, eh bien, en aval, grâce aux remontées des sales, on a tout le contenu et on sait identifier les savoirs, les experts, on sait où ils se trouvent, on identifie rapidement les documents critiques également, et donc on parvient à atteindre quoi? Le fameux carré magique. Bon. Donc, voilà un petit peu les éléments essentiels. Je vais passer à la slide suivante. Maintenant, vous allez me dire, mais alors pourquoi ça? Parce que c'est vrai que parfois ça ne marche pas. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur le fait que certaines organisations ont du mal à croire complètement en un fonctionnement central du knowledge management. Moi, mon avis, c'est, je parlerai de ce que j'ai vécu et puis je vous dis un petit peu ce que j'ai entendu, lu, et ensuite ce que j'ai vécu dans le concret. Ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est des erreurs qui sont
sont dans le superbe ouvrage d'ailleurs de Jean-Yves Prax sur la Bible du knowledge management, le knowledge management, qui sont vrais, bien évidemment. Moi, j'ai vécu un petit peu autre chose, je vous en parlerai. Effectivement, comment dire, il y a parfois des approches, c'est la première erreur, qui sont trop orientées outils technologiques au détriment des composantes humaines. Bon, c'est l'une des erreurs, c'est-à-dire qu'on s'appuie pas assez sur des communautés et les actions de co-construction des communautés. Et donc, au lieu de se centraliser sur les formations et les communautés, on est trop outils technologiques. 1. 2. Il y a parfois des initiatives cachées. Il y a des initiatives cachées qui ne sont pas reconnues officiellement, qui ne sont pas évaluées, qui sont très dépendantes d'une seule personne. Il y a parfois des gourous dans les organisations qui sont difficiles de leur expliquer qu'il faut le faire un petit peu collectif. Donc, et ça, par contre, j'ai vécu. Hein. Vous avez des gens qui sont... voilà, donc des approches qui sont soit cachées, soit qui ne sont pas facilement partageables parce qu'on a de fortes personnalités aussi, et c'est bien aussi, mais parfois c'est difficile de faire tout partager. Voilà, Donc il faut voir le BKM ici, le knowledge management ou le business knowledge management, comme une démarche d'entreprise avec des sponsors au niveau du senior management. Il faut une reconnaissance officielle des acteurs et des résultats évalués et des communautés. Des sponsors dans chaque secteur, des processus AFNOR, une planification stratégique, des dashboards et de la capitalisation. C'est la résolution de l'erreur. Bon, il y a aussi confusion permanente entre information et connaissance. Ça, c'est un classique, mais j'en ai déjà parlé. La connaissance, ce n'est pas l'info. L'info, c'est tout azimut. La connaissance, c'est l'avantage comparatif. C'est la connaissance autour de relations de causalité qui alimentent notre compréhension des points positifs de notre organisation. Ensuite, vous avez des approches qui sont trop complexes, qui privilégient trop les approches formelles, mathématiques. Bon, là, je parlais du gourou, là, c'est un peu le chercheur fou. Il en faut. C'est l'hybridation, le knowledge. Donc, il faut tout le monde. Mais il faut aussi savoir avoir de la pédagogie. Il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer aux jeunes, qui sont quand même l'avenir des entreprises, faut-il le rappeler, pour expliquer aussi que le binôme senior-junior fonctionne à partir de pédagogie, et donc d'expliquer des processus de bon sens simples, avec des actions d'acculturation, parfois individuelles, parfois collectives. Voilà. Donc on a parfois des approches un petit peu trop complexes. On a des approches par modèle standard qui ne sont pas adaptées à la culture locale aussi, que vous soyez dans un cabinet, dans une industrie de la défense, ou que vous soyez, comme je l'ai pu vivre récemment, ou que vous soyez dans une PME. Tiens, les PME, c'est essentiel, ça aussi, on en parlera un petit peu. Eh bien, c'est pas pareil. Il faut adapter le programme quand même, évidemment. L'approche qui veut tout codifier dans des bases de connaissances, il y a des gens qui veulent tout codifier. Bon, il faut quand même qu'une part de la connaissance reste tacite. Il faut accepter une certaine connaissance soit tacite. Hein. Il faut laisser respirer les humains. Tout n'est pas... il y a des connaissances autour de la cafette qui sont tacites, qui sont échangées, qui sont tacites. C'est très important. On ne peut pas tout codifier. Voilà. Je vois déjà certaines startups qui sont sur des iPhones ou qui peuvent enregistrer tout ce que vous dites jusqu'à la cafette, le transformer en fichier. Bon, on n'en est pas là, mais il ne faut pas que ce soit ça non plus. Quoi. Ensuite, CACOO, c'est quoi le CACOO? C'est l'erreur qui consiste à dire que le KM est un centre de coût, une charge supplémentaire. Alors ça, j'ai connu ça aussi un petit peu partout, sauf quand il y a du business derrière. Donc c'est pour ça que nous, on a orienté le programme, orienté un peu business, c'est à voir que beaucoup, c'est que finalement, le ROI, il est mesurable et tangible. Et si on a un programme qui est avec des bons acteurs, avec nos avantages comparatifs, des acteurs, des bons directeurs de practice, développeurs, des experts terrain et un programme interne avec un permanent. Et la notion de permanence est essentielle. Il ne faut pas que ce soit ça fonctionne. Il ne faut pas que ce soit que du best effort et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit dédié à plein temps à l'intérieur des organisations, évidemment. Il faut des gens à plein temps. Il faut qu'il y ait un PMO knowledge à plein temps. Ça, c'est absolument essentiel aussi.
Il y a après des approches un petit peu du travail solitaire d'un analyste, des projets qui sont aussi parfois l'organisation de guerre entre directions fonctionnelles, évidemment. Donc là, il faut un sponsorship fort du senior management, il faut une approche multidisciplinaire qui intègre le marketing, la RH, les directions métiers, qu'il y a des communications au CODIR, il faut mettre en place des boards knowledge dans les organisations. Voilà, pour être précis. Ensuite, il y a le mode de management autoritaire, la culture du pouvoir qui bloque aussi un peu les initiatives. Bon, il faut que ce soit pensé comme une démarche de conduite du changement, bien évidemment. Et des acteurs qui utilisent des mots comme gestion des connaissances, mais qui désignent souvent plutôt la GED. Alors la GED, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre évidemment la gestion de la connaissance et la GED. Là, il faut acculturer, faire des diagnostics knowledge en fonction de toutes les dimensions dont on a parlé, business, gouvernance, RH, orga, outils, et donner du sens aux termes qui sont utilisés. Donc, est-ce que le knowledge, c'est simple à intégrer? J'ai encore un petit peu de temps. Oui, alors le knowledge est simple à intégrer. Il faut un portage au plus haut niveau. Il faut vraiment une vision stratégique, comme je l'ai dit. Et ça va me permettre de vous parler en quelques minutes un petit peu de ce que j'ai pu voir à titre personnel. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est une résistance qui tient au fait que le knowledge management est complexe à intégrer. Ce n'est pas un dispositif périphérique ou opportuniste, il faut vraiment un partage et un portage au plus haut niveau de l'organisation. Donc, je suis passé un peu à ce qu'on se dit en général, et là, je passe à ce que j'ai vu, le point 3. Donc, j'ai discuté un petit peu du knowledge simple à intégrer dans une stratégie. Ce que j'ai vu, donc la première résistance tient au fait que le knowledge management est complexe à intégrer dans une stratégie d'entreprise. Ça remet un petit peu en cause les pouvoirs existants. Évidemment, ça oblige à justifier un petit peu, vous voyez, ça oblige un petit peu à justifier quand même un certain nombre voilà. Ensuite, il y a des tensions entre logique business, je l'ai vu constamment, et logique d'expertise. Il y a ces tensions qui continuent parce que le KM impose un alignement stratégique réel entre ceux qui sont plutôt front office et ceux qui sont middle office. Donc, il faut un alignement. Il y a les mines antipersonnelles, ce que j'appelle les PNL, qui ne sont pas toujours alignés. Et donc, parfois, évidemment, on a le captage du savoir par les uns qui ne veulent pas dire qu'il y a eu du business, parce que sinon, les incitations financières sont réparties différemment. Vous voyez, ce genre de problème. Ensuite, il y a le KM qui déplace le centre de gravité du discours, du marketing vers la connaissance réelle. Il y a parfois un peu trop de marketing et pas forcément aligné sur la stratégie. Il y a, on sait, une exigence forte en ressources humaines dédiées. Donc, le KM est un peu parfois déclaratif. Il faut un investissement. Il faut, à coup sûr, c'est comme le chief... il faut un Chief Manager Officer, c'est évident. Ensuite, le knowledge management au cœur du triptyque expert marketing RH. Il faut impliquer les experts, le marketing et la RH. Donc ça, c'est une centralité qui bouscule un peu parfois les périmètres traditionnels. Il faut une finalité claire mais exigeante. Il faut que le business s'intègre complètement à la démarche et aussi les apprenants en interne. Mais parfois, voilà, on a du mal parfois à aligner un petit peu tout le monde. Et puis, il faut un changement profond de la communication interne aussi, de la communication externe, communiquer par la connaissance. Communiquer par la connaissance. J'ai plus mon curseur. Communiquer par la connaissance. Voilà, qui impose une certaine rigueur, une certaine traçabilité. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et on va pouvoir laisser peut-être quelques questions, il est 44, j'ai encore une minute. C'est sûr que si on prend l'exemple des PME, les PME, c'est évident. C'est parfois plus évident pour elles l'importance du knowledge que les grandes multinationales, où elles ont plus de mal à tordre le cou un peu au silo.
les PME, elles ont une dépendance directe aux individus clés. Elles ont une concentration extrême des avantages comparatifs. Elles ont parfois une moindre capacité à absorber les erreurs. Un time to market plus contraint. Je ne développe pas trop parce que ce n'est pas les PME le sujet du jour. Mais je trouve cet exemple de la PME comme une bonne caution à l'intérêt du knowledge, avec une crédibilité externe qui est fondée sur l'expertise, un enjeu central d'attractivité, une transformation plus rapide, des cycles de vente plus rapides. Bon, voilà un petit peu. Alors, pour ce programme, il y a la certification ISO 30401, elle n'est pas obligatoire. Et puis, je vais laisser circuler peut-être un certain nombre de réactions. Voilà, je suis à votre disposition. Et puis, si on peut conclure par 2 petites questions, ce serait pas mal. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Laurie, je ne sais pas si tu as pu voir certaines questions, peut-être dans le chat. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, comme Pascal a terminé avec sa présentation, on a quand même 15 minutes de la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre dans le chat. Alors, nous avons déjà Agnès qui nous dit l'IA modifie le rapport au savoir. En quoi le knowledge management est-il impacté pour vous? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Il y a plusieurs façons de raisonner. D'abord, je ne suis pas ingénieur IA. D'ailleurs. Moi, ma réponse sera métier et fonctionnel. Je m'en excuse si la personne voulait une réponse peut-être plus d'expert interne, je parle à l'IA. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, et on travaille avec des experts, quand je dis experts IA, c'est vraiment des experts du langage, même dédiés, si vous voulez, donc des différents langages dédiés. Donc, ce que je peux vous répondre à coup sûr, c'est qu'il y a, premièrement, pour coller aux différents process, il y a dans la production de savoir des startups comme Brandploy, Lion, Notify qui produisent réellement des... Je vais lister d'abord un petit benchmark rapide et après je réponds plus de façon plus globale à la question qui est extrêmement centrale et pertinente. Il y a des outils d'IA qui sont dédiés à la capitalisation, à la documentation, comme Mondeka, Ask for the Moon, à l'appropriation, comme Clark, Lighton, à la distribution, Notify, Ask for the Moon aussi, et le volet RH formation, Lion, Lighton et Clark. Ouais. Petit benchmark rapide de d'IA qui sont dédiés aux différents éléments. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'IA a permis notamment dans les productions de contenu, de renforcer les phases d'investigation documentaire, des phases d'investigation de contenu, de recherche, de veille, et aussi des phases d'élaboration et d'exposition. C'est-à-dire que dans la façon dont on cherche, dans la façon dont on élabore un contenu, dans la façon dont on expose le contenu vers le client, c'est un outil redoutable. Par contre, aujourd'hui, moi je peux vous dire que je le vois tout de suite. C'est-à-dire que si vous faites tout avec l'IA, en fait, il y a un risque d'image et puis quelqu'un qui est un petit peu spécialisé et qui connaît bien l'IA, ne serait-ce que pour l'utiliser régulièrement, eh bien, il y a un risque d'image, c'est sûr. Bien sûr que le knowledge management a évolué et a besoin de l'IA. Bien sûr que le knowledge, aujourd'hui, s'est généralisé à l'échelle de plusieurs départements, de plusieurs fonctions, comme je l'ai dit, et que l'IA vient appuyer finalement cette évolution du knowledge. Mais en même temps, il y a quelques startups qui voudraient faire un tout IA. Mais là, imaginez que le médecin fasse tout avec l'IA. C'est la même question. Est-ce que vous seriez d'accord de vous faire soigner uniquement avec un robot et l'IA? C'est exactement la même question. C'est exactement la même question. Et là, dans les contenus, on le voit quand même encore aujourd'hui. Je sais que ça va évoluer, je sais que ça peut-être dans 10 ans être capable de produire des émotions et quasiment à l'échelle humaine et de répondre exactement la même chose en allant encore au-delà. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clients, ils ne veulent pas le plus et aller encore au-delà. Ils veulent qu'on réponde à une question simple et précise avec humanité et pédagogie. Et c'est là que l'expert est essentiel, parce que l'expert, et l'IA ne fait pas de choses, l'IA ne sait pas bien s'imbriquer à des contextes particuliers, et l'IA ne sait
pas forcément répondre à tous les avantages comparatifs et à toutes les connaissances qu'a le client l'expert de son client. Par ailleurs, c'est un troisième point, je préfère avoir des contenus qui sont rédigés à la plume, entre guillemets, rédigés par un humain, que des contenus très froids qui finalement ne donnent pas forcément envie d'aller plus loin. Et ça, c'est un autre aspect humain que personne ne parle et qui pourtant est encore aujourd'hui important. Donc je répondrai, oui, il y a des outils qui adressent certaines parties du knowledge. Oui, le knowledge a évolué, qui nécessite l'IA, et l'IA en elle-même, l'évolution de l'IA, la robustesse de l'IA pourrait faire craindre une substituabilité à l'humain. Mais ma conclusion, il est que pour enrichir les métiers, pour mettre l'expertise tel un médecin au cœur de tous les process et même des process de vente, l'IA est redoutable s'il est que complémentaire. Il est redoutable, c'est assez banal ce que je dis, mais ce qui est peut-être moins banal, c'est de comprendre que le contexte géographique, le contexte de chaque client, les erreurs qui peuvent être réalisées, je ne vais pas rentrer sur les biais informationnels, je ne vais pas rentrer sur les hallucinations, je ne vais pas rentrer tout ça, vous avez peut-être déjà entendu parler, ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire que finalement, on se dit 1 plus 1 égale 10 000 si on l'utilise en termes de complémentarité. Et moi, de mon expérience, c'est comme ça que je le fais. Nous avons une autre question de la part de Christian qui dit la plus grande difficulté n'est-elle pas d'actualiser l'information pour maintenir la connaissance à jour? Tout à fait. C'est une question excellente et essentielle dans les missions que j'adresse. On me demande souvent, là, avant-hier, à la cafette, plus concret, je dis oui, mais Pascal, comment tu fais? Là, tu as le responsable conformité, le responsable qui a besoin d'actualiser son enquête client, et puis ça apparaît pas forcément dans les SharePoint. Eh bien là, en fait, la résolution, elle est dans les boards dédiés, c'est-à-dire qu'au niveau des transversales et à la croisée de la transversale et de la verticalité, s'il y a une communauté, il faut qu'il y ait un board knowledge. Pas que des codiers commerciaux, mais un board knowledge. Et au niveau du board knowledge, avec votre dashboard knowledge, vous avez tout le versionning des documentaires, qui d'ailleurs aussi peut se faire avec des IA. Moi, je préfère le faire à la mano, je trouve que c'est plus vivant et que finalement, on cadre mieux les choses. Mais c'est discuté dans les boards. Il faut créer des boards avec les référents et suivre un à un toute la documentation et la gestion des nomenclatures documentaires et du versionning. Ce n'est pas toujours évident parce que les ressources, certains acteurs n'ont pas les ressources forcément dédiées, et donc il faut qu'il y ait un permanent, je n'aime pas ce terme-là, je n'ai pas trouvé un autre terme, un Chief Knowledge Officer qui suive évidemment toute la production et l'actualisation documentaire. Ensuite, on peut fonctionner un peu en mode tribu, c'est-à-dire que s'il y a un besoin client précis et qu'on a besoin d'une actualisation, on mobilise des équipes. Alors là, vous allez me dire, je parle pour les grands groupes. On mobilise en tout cas le Chief Knowledge Officer et un expert pour actualiser la documentation en mode tribu, de façon plus rapide. Mais là aussi, souvent, on demande après est-ce qu'on a du temps, est-ce qu'on incite réellement financièrement à le faire? Dans certains groupes, ce n'est pas bloquant quand c'est dans la culture interne. Tiens, je n'ai pas dit ce mot-là, pourtant il est essentiel. Quand c'est dans la culture interne, quand c'est un peu moins dans la culture interne, ça peut être un facteur bloquant. Et s'il n'y a aucun facteur qui réunit, on ne peut pas faire de board KM et on ne peut pas faire s'il n'y a pas une culture interne et il n'y a pas de temps dédié, etc., on rentre dans une zone où finalement, au niveau de la direction, le KM n'est pas considéré comme un levier. Donc là, on ne peut plus rien faire, quoi. Nous avons encore 5 minutes. Si vous avez encore une question à poser à Pascal, vous êtes les bienvenus. Alors, vous pouvez nous poser vos questions dans le chat. Si on n'a pas d'autres questions, oui. Tu disais quelque chose, Pascal? Alors, je voulais
faites-le un petit tour de magie. Enfin, c'est pas un tour de magie, je plaisante à moitié, mais si vous voulez penser knowledge, posez-vous ces deux questions. Elles fonctionnent pas trop mal, en fait. Lorsque vous commencez votre journée de travail, faites-le tout à l'heure, quand vous aurez le temps, vous allez voir, c'est amusant. Le problème, c'est que si je vous dis la conclusion de ces deux questions, ouais, peut-être que le jeu est un petit peu faussé, mais bon, lorsque vous commencez votre journée de travail, on va le faire en direct, j'ai le temps. Il me reste 5 minutes, c'est ça? 4, 3? C'est ça, nous avons 5 minutes encore. Là, c'est parfait, on va le faire en direct. Lorsque vous commencez votre journée de travail, donc quand vous vous levez le matin, vous pensez à la connaissance, à l'expertise ou au knowledge, peut-être pas le cas de tout le monde, mais si certains sont des acteurs de cette fonction, donc dans votre environnement professionnel, c'est quoi la principale préoccupation qui s'impose à vous? Espèce de tronc d'arbre, votre stress. Alors, il ne faut pas une liste, il faut juste un élément. C'est quoi le stress numéro 1 quand vous voulez le matin, vous pensez knowledge, tel un tronc d'arbre devant vous, là, ça fait un truc bloquant, qui est un élément de stress, qui est placé comme un tronc d'arbre, placé juste devant vous. Donc, réfléchissez à ça avec quelques secondes. Vraiment, voilà, je suis dans un programme knowledge, il y a ça vraiment qui est pénible et qui me fatigue un peu quand je prends le métro ou je ne sais pas comment, dans la voiture, qui est un élément fort, quelque chose, un espèce de 90%. Quoi. Et si nous n'avons pas d'autres questions, je pense que Blanche, tu peux conclure. Oui, alors je voudrais juste finir. Attends, excuse-moi, Laurie. Pardon, Laurie. Non, juste, je finis. pardon. La deuxième question, c'est quelle est selon vous la plus petite action, pardonnez-moi, ce 20% décisif qui pourrait générer 80% d'amélioration dans votre efficacité personnelle? C'est-à-dire que vous gardez la première question dans votre tête et vous posez la deuxième. Quelle est la petite chose, une toute petite chose du quotidien qui, d'après vous, améliorerait grandement l'efficacité du programme de gestion de la connaissance? La plus petite chose. Et en fait, bon, je vous le dis tout de suite, jouer le jeu, là, c'est assez intéressant, c'est que la somme des petites choses est la réponse au problème numéro 1. C'est-à-dire que grâce à la somme de ces petites choses que vous allez faire au quotidien, vous allez résoudre le gros stress concernant le programme de knowledge. Bon, voilà, je vous laisse conclure. Merci Blanche, merci Laurie, merci à vous. Et merci beaucoup, à Pascal. toi surtout pour cette présentation. Vas-y, Blanche. C'était très intéressant. Merci à toi, Laurie, de nous avoir fait passer toutes les questions. Et puis, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Donc, comme Laurie l'a déjà dit, il y aura le replay qui vous sera envoyé aujourd'hui dans la journée, avec les slides d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette petite heure ce midi. Et puis encore merci Pascal pour ton temps, ça a été très intéressant. Bon, merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à tous.